Pierre Goiran, consultant coach, et j'interviens notamment sur des questions qui touchent au corps, la place du corps dans la relation et particulièrement dans le monde du travail. Alors, je viens de raccrocher avec quelqu'un qui me demandait, Pierre, qu'est-ce que c'est que l'embodiment? Alors, je vais vous donner 4 définitions, en tout cas 4 aspects de ce concept. Premièrement, l'embodiment, c'est notre façon d'être, notre façon d'apparaître au monde. Nous avons tous un embodiment. Cet embodiment, c'est à la fois notre façon d'agir, notre façon de réagir, notre façon de nous manifester. Et donc, ça se manifeste de façon incarnée parce qu'on n'est pas des hologrammes, n'est-ce pas? Donc, il y a une dimension extérieure et il y a une dimension intérieure à notre embodiment. La dimension extérieure, c'est la façon dont on est vu. Ce sont nos comportements, nos gestes, nos postures. Et la dimension intérieure, c'est tout ce qui est de l'ordre de nos ressentis, de ce vécu subjectif corporel. Alors, cet embodiment, il est conditionné d'abord par le fait d'être un humain, l'embodiment d'une chèvre, d'un chat, c'est pas le même que celui d'un humain. L'embodiment est aussi conditionné par notre histoire personnelle, nos vécus, notamment nos vécus émotionnels, et ceci depuis la tendre enfance. Il est conditionné par notre milieu social, il change en fonction des contextes, des situations, des environnements dans lesquels nous évoluons. Alors, à la fois en tant que personne, nous avons un embodiment et en même temps, chaque concept humain a une forme d'embodiment. C'est-à-dire nos émotions, nos valeurs, nos capacités ont une forme, prennent corps. Par exemple, il y a un embodiment de la tristesse, de la dépression, il y a un embodiment de la joie, il y a un embodiment de l'énergie, de l'excitation, il y a un embodiment de la peur, évidemment, de la colère. Voilà, tout ça prête à de l'embodiment et on le voit bien dans le théâtre, évidemment, qui est une scène où justement la corporalité prend toute sa place. Les capacités humaines aussi ont des embodiments, c'est-à-dire que la générosité, la franchise, le courage, tout ça a un embodiment. Par exemple, moi je m'intéresse particulièrement à l'embodiment du leadership, c'est-à-dire comment le leadership prend corps, se manifeste, à la fois dans la façon dont on peut manifester l'inclusion, l'écoute sans prendre les choses personnellement, la capacité de trancher, de prendre position, de dire ce qui est important. Voilà, tout ça a un embodiment, a un corps. Le deuxième sens d'embodiment, assez éloigné, c'est la discipline scientifique qui étudie le rôle du corps dans toute l'activité humaine et particulièrement dans tout ce qui est de l'ordre de la cognition, perception, des prises de décision, évaluation, et en même temps dans le comportement humain. Alors, c'est une discipline qui est à la croisée de plusieurs champs, évidemment, donc le champ de la psychologie, de la biologie, de toutes les sciences sociales, les sciences humaines en fait, des neurosciences bien évidemment. Donc en anglais on parle de Embodied Cognitive Science, et en français on commence à parler des sciences cognitives incarnées avec plusieurs laboratoires, par exemple moi j'en connais un à Paris, à Grenoble, à Montpellier, il y en a peut-être d'autres. Le troisième aspect de l'embodiment, c'est celui d'être un grand chapeau qui regroupe l'ensemble des techniques et des disciplines qui engagent, qui mettent en jeu le corps dans une forme d'unité corps-esprit, en tout cas de relation corps-esprit, pour toutes sortes de finalités. Donc il y a des finalités, on va dire, assez opérationnelles presque, de développer telle ou telle capacité, par exemple de l'embodiment au service du développement de la confiance en soi, au service du développement de la relation, au développement de capacité à lutter contre ou à gérer mieux son stress, voilà, toutes sortes d'objectifs singuliers. Mais ça peut être au service de la guérison ou simplement au développement de la personne dans son unité. Aider la personne à devenir plus elle-même, plus pleinement elle-même,
et d'avoir accès à toutes ces ressources. En tout cas, voilà moi les termes que j'utilise dans ma façon de pratiquer. Alors, ce qui est absolument remarquable, c'est que ce champ est en train littéralement d'émerger. Et avec une sorte d'intelligence spontanée, collective, il n'existait pas il y a une dizaine d'années. Et enfin, en tout cas, il existait autrement, mais pas de façon regroupée. Je vous donne un exemple. En octobre, il y avait une conférence qui s'appelait Embodiment Conference, et il y avait 1000 présentateurs, donc 1000 conférenciers qui venaient de ces différents domaines. Alors, les différents domaines, ce sont aussi bien les arts martiaux que les arts de la danse, tous les arts du mouvement, le théâtre, la voix, mais aussi les psychothérapies corporelles en tous les cas, les thérapies corporelles, le monde de la méditation par exemple. Et j'en oublie, mais si vous voulez, mettez-moi une question et je ferai une vidéo avec une cartographie des différentes sources de l'embodiment. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que ces différents champs sont en fait compatibles, complémentaires, et qu'il est possible de passer de l'un à l'autre, de les conjuguer, donc de conjuguer des pratiques sans qu'elles soient en rivalité les unes et les autres. Et ça, c'est particulièrement intéressant, ce qui nous amène finalement au quatrième sens de embodiment, c'est l'embodiment vu comme un mouvement, littéralement comme un mouvement, à la fois individuel, mais aussi collectif, avec des implications sociétales, avec des implications politiques et même civilisationnelles. Je m'explique. Notre rapport à notre corps influence notre représentation au monde et notre relation au monde. Donc dès lors qu'on change un des termes, si je change mon rapport à mon corps, je vais changer ma connaissance de mon corps, mon expérience de mon corps, c'est-à-dire de moi, en tant que moi-corps, je vais changer mon rapport au monde et vice-versa. Alors, c'est extrêmement intéressant évidemment aujourd'hui parce que nous sommes encore affectés par l'histoire dominante qui est l'histoire de la séparation, l'histoire de la domination top-down, domination de la tête sur le reste du corps, domination de l'intellect sur la nature, avec toutes les dynamiques que ça engendre. Donc les dynamiques de fragmentation, les dynamiques de contrôle, de prise de pouvoir, de domination évidemment, d'exploitation aussi. Et donc cette histoire évidemment nous conduit aux conséquences que l'on observe aujourd'hui, notamment sur la planète en termes d'écologie. Alors, à contrario, le mouvement de l'embodiment, ce mouvement spontané, est en train d'écrire une autre histoire. Et c'est celle de l'intégration, c'est celle de l'unification. Ce qui est intéressant, c'est que le corps est un grand connecteur, est un grand intégrateur. Intégrateur, vous n'imaginez pas qu'un organe commence à dire oui, mais moi je suis plus important que tel autre organe, et donc c'est à moi d'accaparer des ressources. Imaginez si le foie commence à lutter contre les poumons et contre la rate, ça serait un bon scénario de science-fiction. Au contraire, le corps nous donne une expérience, et c'est cette expérience de coopération, cette expérience d'intelligence collective, on pourrait dire, et ceci 24 heures sur 24. En même temps, le corps permet d'avoir accès à d'autres formes de connexion à nous-mêmes, mais aussi de connexion aux autres et de connexion à la nature. Voilà, j'ai ma nature derrière moi, là c'est un paysage, mais une connexion sensible à la nature est une expérience que l'on retrouve inévitablement dès lors que l'on fait un voyage de rencontre avec l'expérience plus approfondie de nous comme êtres corporels. Voilà. Et donc ceci est transformateur de nos relations. Un autre aspect, outre celui de l'intégration et outre celui de la connexion, c'est celui de la résonance. Le corps est un résonateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il nous permet d'accéder à d'autres formes de sensibilité et d'autres formes d'intelligence. Et ça, c'est particulièrement important
aujourd'hui où nous avons à faire face à, on le sait bien, à des problèmes complexes qui demandent d'évoluer dans notre façon de les appréhender et donc de ne pas les aborder avec l'approche qui a conduit à l'émergence de ces problèmes eux-mêmes, c'est-à-dire uniquement avec notre rationalité et avec notre calcul. C'est pour ça que je crois que l'embodiment, quelle que soit la façon dont on va l'appeler en français, est là pour rester. Et pour deux raisons, si je résume. Un, parce qu'il il est en lien avec ce que nous sommes vraiment, donc la réunification avec notre nature profonde. Et deux, c'est un des éléments de réponse aux challenges qui sont les nôtres aujourd'hui et au désir d'évoluer vers une société qui est plus humaine. Et à contrario, des autres scénarios qui s'écrivent en ce moment, qui sont des scénarios où c'est les machines et les programmes artificiels qui prédominent et des personnes qui considèrent aussi les autres comme des machines et comme des programmes à dominer. Donc, une humanité plus humaine, je pense que c'est, voilà, si ça vous intéresse, cherchez, explorez ce champ, quel que soit le bout que vous prenez, ça sera intéressant. Et surtout, ne l'explorez pas, évidemment, de façon intellectuelle. Ça n'aurait aucun sens. C'est une expérience à faire. C'est un voyage en vous-même, dans votre nature, et aussi un voyage de rencontre avec les autres.